Salut à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo sur les différents programmes politiques des candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au programme de Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que la grille de lecture de ces vidéos est de se concentrer uniquement sur l'aspect climat-énergie, en ayant comme ligne directrice les connaissances scientifiques sur la question climatique, qui sont le fait que nous sommes bien dans une dérive climatique à l'heure actuelle. Celle-ci est alimentée par les rejets massifs de gaz à effet de serre de l'humanité. Et donc la question qui se pose aux politiques, c'est comment comptent-ils limiter nos émissions de gaz à effet de serre? C'est ce que je veux regarder dans les différents programmes des politiques. Un dernier point avant d'attaquer, je précise également que je ne regarde que ce qu'il y a de présenté dans les programmes politiques. Je ne regarde pas ce qu'ils ont dit dans les meetings, dans les interviews. C'est une faiblesse de mon analyse, mais je l'assume entièrement. Alors, nous voici sur le site de Jean-Luc Mélenchon, mélenchon2022.fr. Le lien est bien évidemment dans la description. Le livret qui correspond à la partie 100% renouvelable, sortir des énergies fossiles et du nucléaire. On va voir tout ça un peu plus en détail. Grand 2, notre projet, l'énergie, pilier de la planification écologique. Et il démarre en nous disant des scénarios montrent qu'une production de 100% d'énergie renouvelable à l'horizon de 2050 est possible. C'est le cas du scénario Négawatt 2022 pour l'ensemble du secteur énergétique, incluant le remplacement des énergies fossiles actuellement utilisées dans différents secteurs par des énergies renouvelables. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, propose également un mix 100% renouvelable pour le secteur électrique à l'horizon 2050. C'est également le cas de l'un des scénarios évalués par RTE. Ces stratégies menant à une véritable bifurcation énergétique peuvent être déployées rapidement dès lors qu'elles sont portées par une détermination politique. Ce qui déjà me fait plaisir, c'est qu'il cite différentes organisations, ONG, on a Négawatt qui est cité, on a l'ADEME ou encore RTE. J'ai à titre personnel une préférence pour RTE, qui est donc le réseau de transport d'électricité, qui est donc l'acteur principal qui s'occupe de l'électricité en France. J'estime qu'ils ont une finesse et un regard plus professionnel sur la réalité derrière la gestion de l'électricité en France. Et c'est pour cela que je vous présenterai tout à l'heure le rapport RTE et que je ne m'étendrai pas sur le rapport Négawatt ou encore celui de l'ADEME. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'ampleur du chemin qui nous attend et du défi qui est devant nous. Vous avez ici un graphique qui représente la consommation finale d'énergie en France en 2020. C'est un schéma que je montre tout le temps. Ce schéma représente le type d'énergie dont on a absolument besoin. Et vous voyez que pour la France, eh bien, on a absolument besoin de 42% de pétrole. Ensuite, en ordre d'importance, on a besoin de 25% d'électricité. Et à l'intérieur de cette électricité, on peut la découper et ça nous donne le mix électrique qui est composé majoritairement de nucléaire, puis d'hydroélectricité, d'éolien, de gaz, de solaire et puis d'autres trucs. Ensuite, on a besoin de gaz, on a besoin de bois, on a du résiduel de chaleur et on a un petit peu de charbon. Il est donc, et vous le voyez ici, majoritairement fossile. C'est d'abord les énergies fossiles qui composent et qui constituent le visage de l'énergie en France. C'est extrêmement important de le comprendre parce que ça nous permet de mesurer à quel point on en est dépendant. Et ce schéma permet également de comprendre à quel point c'est compliqué et la tâche est grande de remplacer toutes les énergies fossiles par autre chose. La quantité est juste phénoménale. On peut revenir au programme de Jean-Luc Mélenchon qui va nous faire ses propositions pour faire cette fameuse bifurcation énergétique. Réduire la consommation d'énergie par la sobriété et l'efficacité. L'énergie la moins polluante est celle que nous ne consommons pas. Les gisements d'économie d'énergie sont importants. Relocalisation de l'économie pour éviter les coûts énergétiques de transport de marchandises. Développement du transport collectif. Isolation des bâtiments. Définition démocratiquement des priorités des usages énergétiques, interdiction des panneaux publicitaires lumineux par exemple, ou la surconsommation, etc. etc. Nous devrons ainsi isoler au moins 700 000 logements par an. Ici on retrouve la mesure qui est la plus mise en avant par la communauté scientifique, c'est la sobriété. Donc ça fait plutôt plaisir de voir que ça a été pris en compte dans le programme. Tous ces usages-là sont liés à des usages qui nécessitent le recours à des énergies fossiles. Pour l'instant c'est plutôt cohérent. Dernier petit commentaire sur le logement. Est-ce que l'on a suffisamment de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a suffisamment de formation, de qualification pour assurer la quantité de logements à rénover? Est-ce qu'on s'est assuré que l'on puisse avoir suffisamment de matériaux disponibles pour faire tous ces travaux, mine de rien? Avec la crise Covid qui nous a montré qu'il y avait des tensions, notamment sur le bois, sachant que c'est un des matériaux importants pour le bâtiment, à voir si tout ça est applicable, encore une fois. Dans les transports,
plutôt que le remplacement du parc de voitures individuelles par l'équivalent électrique, qui va augmenter considérablement la demande en énergie, en électricité plus particulièrement. Le développement des transports collectifs électriques et des modes de déplacement actifs, vélo et marche, sera privilégié. Associé au développement de carburants alternatifs, électricité, gaz de synthèse, hydrogène vert, etc., pouvant utilement remplacer leurs homologues fossiles, notamment en ce qui concerne le transport de marchandises. Cette stratégie participera également d'une réduction de la consommation énergétique et de la dépendance aux énergies fossiles. C'est le premier candidat parmi tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, alors il en reste d'autres bien sûr, mais c'est celui qui a la vision sur le transport la plus détaillée dans son programme politique, j'entends, et qui fait sens en fait, et qui répond à la préoccupation des émissions de gaz à effet de serre. Il parle de la voiture électrique, mais il précise bien que c'est pas une solution systématique. Il met en avant le développement de transports collectifs, il met aussi en avant le vélo, la marche. Donc tout ça, ça fait sens. Après, il faut aller encore plus loin parce que faire du vélo ou faire de la marche, quand les infrastructures des villes ne le permettent pas, c'est pas incitatif. Une simple ligne blanche sur une route, ça ne suffit pas pour faire une piste cyclable. Donc il faut de réels et profonds changements dans les villes, des vrais aménagements, où faire du vélo, on se sent en sécurité. Et c'est une condition indispensable pour démocratiser l'utilisation du vélo. Ensuite, bien sûr, il fait un appel à la technologie, un petit peu comme tous les candidats. Gaz de synthèse, hydrogène, etc. Ça, un jour peut-être, on verra ça, on en reparle dans 10 ans, quoi. Bémol sur cette partie sur le transport, on ne parle pas de l'aviation, qui est un enjeu majeur et qui est très préoccupant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de belle solution élégante pour remplacer les avions, faire du 1 pour 1, ça n'existe pas aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il faut faire des concessions, soit on ferme les yeux sur l'activité aérienne, on dit rien, on fait comme si de rien n'était, et donc elle émet toujours autant de gaz à effet de serre, soit on est sérieux sur la question et on fait mal au secteur aérien. Ça pose beaucoup de questions qui sont malheureusement pas abordées dans le document. Pareil sur le secteur maritime, les bateaux ça pollue énormément également, moins que l'aviation, mais comme il y en a beaucoup plus, ça a tendance à s'équilibrer, mine de rien. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces bateaux qui fonctionnent au fioul lourd ? Est-ce qu'on remplace le mode de production ? Est-ce qu'on assume que c'est une pollution nécessaire et indispensable ? Compliqué également, et là on n'a rien qui nous est proposé. Nouvelle partie qui est très chère au programme de Jean-Luc Mélenchon, planifier la sortie du nucléaire. Le tout nucléaire est une impasse. Minerais importés, fragilité technologique, risque d'accident, problème des déchets. Cette source d'énergie doit être abandonnée. Ça a le mérite d'annoncer la couleur. Je vais essayer de pondérer un petit peu les propos qui sont parfois un peu trop sévères sur l'industrie du nucléaire. Et on commence déjà notamment par le fameux tout nucléaire. J'ai pas besoin de vous rappeler le document que je vous ai montré au début, où en fait le nucléaire c'est 70%, mais de la part d'électricité. La réalité c'est que le mix énergétique français c'est surtout du tout fossile. Attention également aux arguments un petit peu hypocrites du style les minerais importés et la fragilité technologique, reprochés au nucléaire dans ce cas-là. Mais on peut également en dire de même pour toutes les énergies renouvelables, surtout éolien et solaire. Puisque tous les métaux qui composent ces installations ne sont pas français, donc ils sont importés. Toutes les usines qui fabriquent toutes ces installations ne sont pas françaises, donc on importe également. Et ces technologies ne sont pas non plus matures, donc c'est une fragilité technologique. Attention aussi à quand même garder un discours honnête envers toutes les technologies et souligner les avantages et les inconvénients de toutes les technologies. Il sera mis un terme au projet d'EPR et au projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Pour autant, le parc nucléaire ne pourra fermer du jour au lendemain. Celui-ci doit être exploité dans des conditions optimales de sécurité jusqu'à la fermeture des centrales après 40 ans. Ce qui implique notamment la limitation stricte du recours à la sous-traitance pour les activités ne pouvant être réinternalisées. On met un terme au projet d'EPR de Flamanville, j'imagine, et éventuellement ceux qui pourraient suivre, donc terminer les EPR. Par contre, on parle également aussi de mettre un terme au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Alors ça, pourquoi pas, mais du coup, j'aimerais bien qu'il y ait une alternative de proposer, et une alternative sérieuse. Dans la suite du document, c'est un petit peu flou. J'ai l'impression que, en gros, l'idée, c'est de faire durer le parc nucléaire jusqu'à ce que les centrales aient 40 ans ou plus. Et à ce moment-là, on ferme les centrales. Donc attention à cet argument sur l'âge des centrales nucléaires, ça n'a pas vraiment d'importance.
Ce qui est véritablement important, c'est l'état de détérioration, notamment et très particulièrement de la cuve qui contient la matière fissible. C'est ça qu'il faut regarder en priorité et qui va déterminer à quel moment la cuve, bon, c'est terminé, la centrale, on ne peut plus l'exploiter. Déployer le 100% renouvelable. Dans le secteur de l'énergie, la sortie des énergies fossiles et du nucléaire sera rendue possible à l'horizon 2050 par plusieurs leviers détaillés par le scénario Négawatt. Alors vous le savez, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, j'aime pas trop l'idée d'opposer le nucléaire et les énergies renouvelables qui sont toutes deux des moyens de produire de l'électricité bas carbone, sachant que la sortie du fossile est déjà extrêmement compliquée. Alors pour cette partie, j'ai besoin de nouveau de poser mon raisonnement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi, ma priorité, c'est de limiter les gaz à effet de serre que l'on émet. Quand on me propose la sortie des énergies fossiles, je suis très content, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Par contre, quand on me dit qu'on va également sortir du nucléaire, je suis en train de me demander si c'est pas contre-productif et qu'on va pas ralentir la sortie des énergies fossiles du coup. Pour nous aider à nous en débarrasser, on va compter lourdement sur diversifier, augmenter notre production d'électricité. Et si on commence déjà par dire que dans cette production d'électricité, 70% de celle-ci, on la dégage également et on va compter sur, regardez bien, la partie en rose ici plus la partie en jaune ici, c'est donc ça qui va nous aider à remplacer tout le vert là, plus une partie du pétrole et du gaz dans les années à venir. C'est compliqué. C'est pas impossible. Les scénarios existent et nous disent que sur le papier, ça peut marcher. Mon raisonnement personnel que je vous partage, c'est quand même de considérer que se priver de la grosse partie verte, ça ne nous aide pas. Autre point, l'efficacité. Efficacité dans les transports. Cela passera par le report important vers des transports collectifs, investissement massif. La diminution des distances parcourues, le développement du covoiturage, l'autopartage, la baisse de la vitesse et le basculement vers les véhicules électriques, 67%, les hybrides gaz naturel, 30%, et à hydrogène, 3% en 2050. Alors ce qui n'est pas précisé ici, c'est quelle est l'idée, l'hypothèse du parc de véhicules en 2050. Aujourd'hui, en France, on est à 40 millions de véhicules. L'idée, c'est de faire dégonfler le parc de véhicules, puis, une fois qu'il est dégonflé, de transformer une part des véhicules fossiles en véhicules électriques, gaz naturel ou hydrogène. Je continue. On peut également faire de l'efficacité dans le bâtiment. Il est possible de passer de 33 000 logements rénovés actuellement à près de 800 000 en 2030 par l'obligation progressive et conditionnelle, la formation et surtout la coordination pour éviter le saupoudrage de subventions. De la sorte, la consommation du parc tertiaire pourrait baisser de 60% d'ici 2050, générant plusieurs milliards d'euros d'économies par an. L'énergie représente une dépense globale de plus de 170 milliards d'euros. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur le bâtiment un peu plus tôt dans la vidéo. Ici, vous avez un complément d'information effectivement qui arrive. Il aborde notamment la formation. Reste plein de questions techniques et de faisabilité qui sont autour de cette affirmation. La faisabilité n'est pas garantie. Ensuite, produire l'énergie autrement. Abandonner progressivement les énergies fossiles, charbon, gaz et surtout pétrole, avec la diminution de la consommation d'énergie et la montée en puissance des énergies renouvelables. Ceci concerne en priorité le chauffage, le transport et l'industrie. C'est tout à fait pertinent. Ne prolonger aucun réacteur nucléaire au-delà de 50 ans. Ceci tenant compte du non-recours à des centrales fossiles, de la sécurité, mais aussi des enjeux industriels et sociaux comme les reconversions. Alors ici, on se contredit un petit peu par rapport au précédent point, puisque tout à l'heure c'était 40 ans, maintenant c'est au-delà de 50, et cette fois-ci, on nous précise que c'est en tenant compte du non-recours à des centrales fossiles, ce qui veut dire que si on se trouve coincé et être obligé d'utiliser des centrales à gaz ou à charbon, peut-être qu'on considérera à prolonger le nucléaire. Je reprends. Plus que doubler l'éolien, qui pourra compter en 2050 sur environ 18 500 éoliennes et 3 000 en mer. Il veut également accroître le photovoltaïque, 144 gigawatts installés contre une dizaine aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui on est à 13 gigawatts d'installés, donc il veut multiplier le parc photovoltaïque par 11 à peu près. Et donc ces photovoltaïques qui sont en toiture, en ombrière, sans aucune installation sur terre agricole ou espace sauvegardé. Et enfin, il veut encourager les bioénergies, biomasse et biogaz,
faire augmenter la production grâce au bois de 50%, sans sylviculture dédiée, et avoir recours au biogaz, méthanisation, sans consacrer de terre à la seule production d'énergie, conformément au scénario AFTER. Atteindre le 100% renouvelable est possible. Je vais nous envoyer vers le scénario de RTE que je préfère en termes de fiabilité à l'ADEME ou encore à Négawatt. Alors nous voici dans le document RTE qui s'appelle Futur énergétique 2050. Vous avez le lien dans la description. C'est un document qui a présenté 6 scénarios différents pour 2050. Donc, certains avec du nucléaire, d'autres sans le nucléaire, avec sortie rapide, avec sortie moins rapide, etc., etc. Donc vous voyez aujourd'hui en France qu'on a besoin de 1600 TWh d'énergie avec majorité de fossiles, notre électricité 25% et d'autres trucs comme le bois majoritairement dans cette partie en vert. Et donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est en 2050 de se débarrasser des énergies fossiles, de faire dégonfler de base nos besoins en énergie totaux, donc de faire recours à de la sobriété. C'est l'objectif et c'est le postulat de base des scénarios de RTE. Donc ici sont présentés les différents scénarios RTE qui sont M0, M1, M23, N1, N2 et N3. Le scénario RTE qui correspond le plus au scénario qui est présenté par Jean-Luc Mélenchon, c'est le scénario M0, le 100% énergie renouvelable en 2050. Sortie du nucléaire en 2050, le déclassement des réacteurs nucléaires existants est accéléré, tandis que les rythmes de développement du photovoltaïque, de l'éolien, des énergies marines sont poussés à leur maximum. Ça ressemble beaucoup. Alors, je suis parfaitement conscient, il y a des différences dans le développement et dans la répartition des technologies. On peut voir immédiatement, par exemple, pour le solaire. RTE mise sur un x21 par rapport à aujourd'hui. Le programme de Jean-Luc Mélenchon disait plutôt x10, 11. Donc, il y a des différences fondamentales. Et le programme de Jean-Luc Mélenchon disait aussi que peut-être qu'il y aurait encore un peu de nucléaire si ça permettait d'éviter d'avoir recours à des centrales fossiles. Donc la correspondance n'est pas parfaite, il faut en tenir compte, mais ça va nous permettre d'avoir un bon point de comparaison. Et qu'est-ce que RTE dit sur ce programme M0 ? Vous avez ici un schéma qui vous présente les prérequis technologiques et industriels associés aux différents scénarios et aux incertitudes. La légende vous indique que plus la couleur est foncée et plus ça craint que ça va être compliqué à mettre en place, et plus c'est clair et plus c'est facile. La première partie du tableau concerne les paris, les enjeux qui sont liés au développement des énergies renouvelables. Et donc forcément, sans grande surprise, le scénario M0, qui est celui qui s'y repose le plus, est évidemment le plus sensible à tous ces enjeux. Notamment le fait d'accélérer fortement le rythme de déploiement des énergies renouvelables terrestres. On peut penser au fait qu'il y ait des blocages d'installations d'éoliennes à certains endroits, pareil pour les panneaux solaires. Un autre défi, c'est de développer et de raccorder les nouvelles énergies marines, notamment l'éolien flottant. Ça reste encore des technologies qui sont COS, donc qui font encore du développement, de l'innovation, etc. Donc c'est pas mature, et c'est un terme qui va revenir souvent sur les énergies renouvelables, c'est le fait que on est encore en train de tâtonner et de tester pas mal de choses avec ces technologies. Troisième point, il faut compenser la variabilité des énergies renouvelables, c'est cette fameuse intermittence. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent et pas de soleil ? Donc il faut des moyens pour sécuriser l'approvisionnement de l'électricité. Donc soit on fait du stockage, et ça aujourd'hui on ne sait pas encore très bien faire. Ça demande, c'est très capitalistique, ça demande beaucoup de matériaux, ça prend de la place. Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Ou alors l'autre solution, c'est de sécuriser l'approvisionnement électrique avec des énergies fossiles, et notamment des centrales à gaz qui sont extrêmement sexy pour faire ce genre de boulot. C'est facile à construire et c'est très pilotable. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans les pays qui développent énormément d'énergie renouvelable. L'Allemagne ou encore l'Espagne ont aussi énormément développé leur parc de centrales gaz. Si vous pouvez prêter un petit peu attention au discours des lobbies gaziers, vous verrez qu'en général, ils adorent vraiment beaucoup les énergies renouvelables. Parce que qui dit renouvelable, dit en général que le gaz n'est pas très loin. Autre défi, il faut reconfigurer le réseau. On imagine assez facilement qu'un réseau électrique ne se comporte pas de la même manière quand il est branché à des centrales nucléaires ou quand il est branché à des milliers de panneaux photovoltaïques à travers le pays et des milliers d'éoliennes. Donc tout ça demande des lourds investissements de réaménagement du territoire. C'est du gros boulot. Dans les problèmes généraux qui sont soulevés, il y a également le fait de l'accessibilité aux ressources.
notamment les énergies renouvelables, vont demander énormément de métaux et notamment beaucoup de cuivre. Donc il y a de vraies questions sur notre capacité à nous approvisionner suffisamment en cuivre, qui va devenir sans aucun doute le métal le plus critique des années à venir. Loin devant les terres rares, etc. Tout ça. Alors ça soulève énormément de questions, je vous invite vraiment à lire le document parce qu'il est très détaillé et il n'est pas critique uniquement sur les énergies renouvelables, hein. Le nucléaire aussi en prend plein la gueule sur sa faisabilité. Le scénario qui veut tartiner toute la France de nucléaire, bon, il y a de vraies questions totalement légitimes sur est-ce qu'on est vraiment capable de le faire d'ici 2050 ? La réponse, elle n'est pas du tout oui, hein. Clairement, vous voyez bien ici sur les scénarios N3, très nucléarisés, c'est tout aussi négatif que le scénario M0 pour le renouvelable. Et donc, ce que dit RTE, concrètement ici, c'est que, de toute façon, quoi qu'on choisisse comme chemin, il faut se bouger et très très vite. Parce qu'on a un vrai risque de se trouver dans une espèce de néant où notre parc actuel nucléaire principalement est vieillissant et va s'arrêter progressivement, mais que, entre-temps, le nouveau parc nucléaire éventuel, il faut le construire, donc ça prend des décennies. La même chose pour le renouvelable, le temps d'en avoir suffisamment pour qu'il y ait une grosse production d'électricité. Et donc si on est trop lent sur un de ces points-là, il se peut qu'en France, on se trouve dans une situation où on a fermé le parc existant parce que c'était devenu trop dangereux, et le parc suivant, quel qu'il soit, il n'est pas prêt. Voilà, c'est tout pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors je dois bien avouer que jusqu'à maintenant, c'est le programme sur l'aspect climat-énergie qui est le plus complet. Même plus complet que le programme d'Europe Écologie Les Verts. On a le plus de détails sur l'énergie, on a le plus de détails sur le transport et le plus de détails sur les logements. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, loin de là, ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce qui est proposé, loin de là, mais en même temps, si vous voulez plein d'informations dans un programme politique, c'est celui qui répond le plus. Maintenant, et ça je l'ai déjà précisé lors de la partie RTE, c'est un programme politique qui soulève d'énormes questions quant à sa faisabilité. Il est plutôt bon sur l'idée de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, très bien. Maintenant, est-ce que ce programme qui promet un bel avenir radieux sans gaz à effet de serre, est-ce qu'il est réellement possible de l'appliquer ? Là, ça c'est moins certain. Aujourd'hui, en 2022, il est trop tôt pour choisir un chemin entre nucléaire et renouvelable. Peu importe ce que l'on choisit, c'est trop tôt de faire un choix. La meilleure manière de faire, c'est aujourd'hui de tout prendre tout ce qui est décarboné et de l'utiliser, de l'exploiter et de pousser ces technologies le plus loin possible. Parce que quelles que soient les technologies que l'on regarde, il y a d'immenses défis à chaque fois. Le renouvelable, il n'est pas mature, donc on ne sait pas vraiment jusqu'où on peut aller avec. Le nucléaire, en l'état actuel, c'est pas non plus satisfaisant. À chaque fois, on est dans des situations où il n'y a pas de solution évidente. Et la meilleure manière de régler le problème de pas de solution évidente, c'est de tout faire à la fois. Ça demande un cadre très fort, une volonté publique assumée de tout faire en même temps. Et cette volonté doit être perpétuée sur des décennies. Or, ce que l'on voit depuis une vingtaine d'années, c'est que nos politiques font la girouette. Un coup, elles sont pro-nucléaire, un coup, on s'en fout, un coup, on y revient, et puis en cours de mandat, finalement, on arrête. Bref. Aujourd'hui, en termes de politique énergétique en France, c'est le chaos. C'est pas gagné du tout. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao.